Convention d'expérimentation entre la ville de Paris et la start-up Caros, déploiement de la plateforme intermodale de déplacement domicile-travail sur un panel choisi de volontaires de 150 agents de la ville de Paris est fort intéressante et suscite néanmoins deux réflexions de ma part. Alors, tout d'abord, de qui s'agit-il? Sur le site, nous apprenons que cette start-up est reconnue pour son innovation de pointe au service du développement durable, qu'elle est lauréat du 17e concours national d'aide à la création d'entreprises innovantes, ILAB, organisé chaque année par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la BPI France. En tant que grand prix, les pouvoirs publics font de Caros un de ces 5 projets les plus prometteurs pour l'économie française, capable de relever un des grands défis sociétaux de notre siècle. Rien que ça. Et 2 mois et demi après le lancement de l'opération Tous ensemble pour le covoiturage en Île-de-France, Caros est la première plateforme à atteindre l'objectif de 25 000 trajets covoiturés et enregistre 50% de part de marché. Donc c'est fort intéressant puisque ça permet du covoiturage en trajet court. Et aujourd'hui, en plus, c'est gratuit. La plateforme calcule même pour les utilisateurs le prix du partage des prêts que les utilisateurs entre eux vont conclure. Aujourd'hui, c'est gratuit. Mais qui nous dit que l'entreprise le restera une fois qu'elle aura capté le monopole? Donc j'ai des questions, moi, sur le statut de l'entreprise. Comment est-ce qu'elle se finance? Quel est son modèle économique? Qu'est-ce qui lui permet donc de développer ses activités gratuites? Est-ce que la ville est en mesure, puisqu'elle est investie dans la convention, de nous informer si c'est simplement une entreprise qui fonctionne sur des fonds publics ou si elle a d'autres modèles économiques dans l'exploitation des données, je ne sais pas, ou bien par le biais de la publicité, enfin, mais qu'on sache ce qu'il y a derrière. Bien. Vous savez que Uber est déficitaire, mais réussit à mobiliser des fonds colossaux dans sa recherche du monopole mondial, et sa captation des données est sans doute un objectif aussi important, si ce n'est plus, que la ponction des commissions sur chaque course que Uber peut opérer. Uber, par ailleurs, cherche souvent à être déficitaire pour avoir le monopole quelque part, et puis à un moment donné, avec le jeu des algorithmes et des déséquilibres entre offre et demande, ils peuvent faire exploser les tarifs. Hier soir, sachez que du fait de la neige, eh bien, Uber a fait exploser ses tarifs, tandis que eux, les taxis, sont toujours à des prix fixés par la préfecture. Et d'ailleurs, il faut que ça reste. Mais on voit bien le problème d'une concurrence totalement déloyale. Donc, vraiment, ma question, c'est quel est le modèle économique de Caros? Et je continue à défendre l'idée que Paris doit soutenir la création de sociétés coopératives d'intérêt collectif, parce que c'est le meilleur moyen d'émanciper les innovations de l'économie du partage de toute prédation des voraces de l'ubérisation. Parce qu'une SCIC de covoiturage en circuit court, voilà ce qui permettrait d'associer innovation technologique, prise en compte de l'urgence écologique et innovation sociale, puisqu'à ce moment-là, tout le monde serait bien co-responsable dans l'évolution de la structure et des politiques éventuellement tarifaires qui pourraient se développer. Par ailleurs, autre réflexion, l'expérimentation sur les 150 agents va permettre d'analyser finement les déplacements domicile-travail des agents volontaires. C'est l'occasion du coup de prendre conscience que le problème de fond est bien l'éloignement domicile-travail, d'abord et avant tout. La ville a-t-elle les moyens de mesurer l'évolution des distances domicile-travail de ses agents? Combien d'agents de la ville de Paris habitent hors de Paris? Cette donnée a-t-elle augmenté ou diminué depuis 2001? Comment se répartit-elle cette répartition entre les catégories A, B et C? En clair, est-ce qu'il y a plus de catégorie C à la ville de Paris qui habitent en dehors du périphérique que de catégorie A ou de catégorie B? Aussi, je sais, et là c'est plus pour monsieur Christophe Girard, mais vous lui transmettrez, combien d'agents, et monsieur Yann Brossat, pas là non plus, combien d'agents ont pu, parmi les agents demandeurs d'un logement social, accéder au logement social? Je sais que la ville avait toujours une volonté de permettre l'accès au logement social de ses fonctionnaires, et ça me semble extrêmement important. C'est quand même le meilleur moyen de réduire les distances domicile-travail. Et moi, je peux vous dire que dans le secteur privé à Paris, à chaque fois que je vais soutenir des luttes, par exemple d'agents du nettoyage, je suis confrontée à des salariés qui habitent tous à Pétaouchnok, en dehors de la capitale, parce que justement le coût des loyers, vous connaissez. Donc ça me semble important et je trouve qu'il faudrait que dans un prochain conseil on puisse avoir ces éléments-là. Ça me donne l'occasion d'avoir une belle idée de vœux, ou bien pour les groupes qui ont la possibilité de faire des missions DMIE, et bien voilà un beau sujet qui serait à traiter. Je vous remercie.